Bonjour donc à vous, docteur Gérard Delépine et Jean-Jacques Bourguignon, et merci beaucoup pour votre présence pour témoigner et soutenir les victimes des vaccins et en particulier les victimes présentes aujourd'hui pour notre Assemblée générale du 14 octobre 2023. Donc c'est un enregistrement, vous avez bien voulu nous consacrer un temps parce que malheureusement, vous ne pouvez pas être présent aujourd'hui avec nous et nous vous remercions infiniment de participer et d'amener ces données scientifiques extrêmement importantes pour comprendre les conséquences du vaccin Gardasil et nous allons en reparler pendant une vingtaine de minutes. Donc, je me permets de vous présenter. Vous êtes chirurgien orthopédique, oncologue et cancérologue plutôt et statisticien et nous vous remercions vraiment de votre présence. Et Jean-Jacques, vous intervenez aujourd'hui pour témoigner du long combat que vous menez avec votre fille Océane, qui a été victime reconnue du vaccin Gardasil, et un combat que vous menez depuis une dizaine d'années, hein. Donc, Gérard, peut-être vous voulez compléter un peu votre présentation. Est-ce que ça vous convient de vous présenter comme ça? Non, c'est très bien, pas de problème. D'accord, merci. Non, Merci beaucoup. Avant peut-être de vous donner la parole, Jean-Jacques, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la présentation et sur le combat que vous menez avec Océane? oui, 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 ça fait 10 ans que l'on se bat. On est toujours en justice actuellement. Expertise, contre-expertise. Et voilà, comme je dis, je lâcherai rien parce que ma fille a été handicapée, reconnue suite à une encéphalomyélite, suite à ce vaccin Gardasil, comme des centaines et des milliers de victimes maintenant dans le monde. Voilà. Et je remercie le docteur et Guillaume, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur Gérard Delépine, on vous laisse et on vous remercie beaucoup de cette présentation des derniers résultats, hein, puisque vous suivez une actualité scientifique depuis le début de la campagne de vaccination avec l'autorisation du Gardasil en 2006 et les premières vaccinations en 2007, hein, au niveau international. Et donc, on a vraiment un début de commencement de ces données des conséquences liées à cette vaccination. Et on vous remercie vraiment de nous nourrir lors de cette assemblée générale sur ces dernières données scientifiques, hein. Voilà, je vous laisse la main si vous voulez présenter aussi le PowerPoint, n'hésitez pas, hein. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous entendez partout sur les ondes, même les ministres, même l'Institut du cancer, même l'INSERM et même notre président dire le garde d'asile vous protégera des cancers. Alors, moi, je suis cancérologue, j'ai l'habitude de regarder la seule base de données valable qui sont les registres nationaux des cancers, que la plupart des grands pays industrialisés mettent à jour. L'avantage des registres du cancer, c'est qu'ils sont faits par des gens complètement indépendants de ceux qui vaccinent ou qui prônent les vaccinations ou qui sont les complémentaires pour vendre le vaccin. Donc, on a une base de données parfaitement fiable et indiscutable sur le nombre de cancers qu'on observe. Donc, si le garde d'asile était efficace, il devrait faire diminuer le nombre de cancers. Alors, je vais vous montrer quelques images qui correspondent à ce qu'on trouve effectivement sur les registres du cancer. Donc, je vais partager avec vous. Vous pouvez parfaitement retrouver hacker. Alors là, l'exemple, je vous ai d'abord pris l'exemple de l'Australie. Donc là, c'est l'agence officielle australienne de la santé qui publie cette courbe. Et vous voyez, en bleu, c'est la période où on ne faisait que le dépistage par des cytologies. Donc on faisait régulièrement, tous les 3 ans. Et vous voyez que les taux de cancer, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cancers chaque année pour 100 000 femmes, avait diminué de pratiquement la moitié. Et puis, à côté, en rouge, vous avez la phase d'apparition du vaccin. Ça a été 2006 en Australie. Ils ont vacciné les jeunes filles de 11 et 12 ans en 2006, puis ils ont étendu les vaccinations jusqu'à 26 ans en 2008. Eh bien, vous voyez que cette période encore en rouge, qui est celle du grand succès des vaccins inventés dans tous les médias, eh bien, il n'y a au plus aucune diminution
de l'incidence des cancers. Donc, c'est quand même un problème. Alors, quand vous entendez dire que en Australie, ça va disparaître, le cancer, c'est, je sais pas, c'est vraiment un rêve fou ou une publicité mensongère totale. Alors, à côté, là, maintenant, vous avez la courbe qui correspond au groupe d'âge le plus vacciné. Excusez, Excusez-moi. Et là, vous voyez que contrairement à ce qu'ils racontent A2 ou d'autres chaînes, j'avais répondu récemment en Ouest de France, je disais que cette courbe australienne ne signifiait pas grand-chose, elle était vraie mais signifiait pas grand-chose, parce qu'en fait, c'était les femmes non vaccinées qui augmentent. C'est complètement faux. Là, vous avez la courbe du groupe d'âge les plus vaccinés. Et dans ce groupe d'âge les plus vaccinés, depuis le vaccin, il y a une augmentation de 50% d'incidence. Donc, les gens qui prétendent que le vaccin protège euh, en Australie, sur les chiffres australiens officiels, sont des menteurs ou alors des ignorants. Mais à un certain niveau, l'ignorance confine au mensonge. Bon, alors, le deuxième pays qui a instauré une vaccination scolaire a été l'Angleterre. Ils ont commencé en 2007. Et vous avez exactement la même courbe que l'Australie. C'est-à-dire que dans une première phase, avant 2007, la phase en bleu, il n'y avait que le dépistage cytologique et vous avez une très belle diminution de l'incidence des cancers. Et en rouge, vous avez la phase depuis la vaccination. Et vous voyez que depuis la vaccination, il n'y a absolument plus aucune diminution de l'incidence du nombre de cancers annuels. Alors, à nouveau, les partisans de la vaccination ont dit oh, ce sont les femmes vieilles et non vaccinées qui sont responsables de ça. Et d'ailleurs, l'OMS le dit, hein, en avril 2022, l'OMS disait le cancer du col va disparaître d'Angleterre grâce au vaccin, grâce au groupe le plus vacciné. Alors, il s'est basé sur un article paru dans le PNJ qui était simplement non pas l'examen du nombre de cancers, mais l'examen du nombre d'infections. Et c'était après une simulation. Et le raisonnement, c'est celui que suivent nos autorités françaises, c'est on fait disparaître les infections, donc les cancers vont disparaître. Alors ça suppose que le cancer dépend uniquement de l'infection, ce qui est totalement faux, et d'autre part, qu'on va toucher tous les virus HPV. Or, je rappelle que les vaccins actuels ne touchent que 9 souches et que des papillomavirus, il y en a 150 souches au moins de données. D'autre part, quand on entend l'OMS dire qu'on va éradiquer les HPV, et ça, j'ai vu ça aussi dans la Haute Autorité de Santé, ils ont sorti sur un papier qu'on allait éradiquer les HPV avec les vaccins. C'est de la folie totalement invraisemblable pour deux raisons. Un, effectivement, il y en a 150 à 200 et le vaccin, c'est 9. Donc, il y a un petit problème. On va créer une niche en faisant disparaître les 9 souches, une niche pour les autres souches qui vont peut-être se révéler encore plus toxiques que celles qu'on a fait disparaître. D'autre part, c'est un virus qui a plein de réservoirs animaux. On a trouvé des HPV chez les dauphins, chez les vaches, toute une foule d'animaux. Donc, il est totalement impossible de faire disparaître un virus qui a des réservoirs animaux. On nous avait fait le même baratin pour le Covid. Alors, rappelez-vous, le vaccin, c'était fait pour éradiquer. Bien entendu, ça ne pouvait pas marcher parce qu'également pour le Covid, il y a des réservoirs animaux. Il n'y a dans l'histoire de l'humanité des vaccins qu'un seul virus qu'on a réussi à faire disparaître, c'est celui de la variole, qui n'avait pas de réservoir animal. Bon, donc, alors là, vous avez la courbe, donc d'une part, les fake news de l'OMS, que j'ai mis là, telle quelle, sur la gauche, et à droite, vous avez la courbe officielle de l'Agence sanitaire britannique, qui montre que dans le groupe le plus vacciné, hein, j'ai choisi là les jeunes femmes qui ont été vaccinées à 90%, et bien dans ce groupe-là, vous avez une augmentation considérable du taux de cancer. Donc là encore, on peut pas. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas eu de chance que l'Australie ou les Anglaises se comportent sexuellement de manière bizarre, aboutissant à un taux de cancer plus élevé. Alors, on s'intéresse à d'autres pays. La Finlande est intéressante parce que c'est un pays où il y a le plus bas taux de cancer d'Europe. Hein. Il est très faible depuis toujours. Et alors là, vous avez à nouveau la même courbe. Vous avez la courbe en bleu qui est celui des frottis cervicaux, chute de plus de 60%, puisqu'elle atteint 80% même de l'incidence du cancer grâce uniquement au dépistage cytologique.
Et puis dans la deuxième phase en rouge, les vaccins, et vous voyez que non seulement c'est resté stable, mais ça a même augmenté. Ça pose un réel problème. Et là, vous avez cette courbe aussi à gauche, celle du groupe les plus vaccinés, les jeunes filles qui ont été vaccinées, donc les 25-34 ans, dans lequel l'incidence augmente. Et puis à droite, vous avez les femmes âgées qui ne méritent pas le vaccin, qui n'ont pas été vaccinées. Et dans ce groupe des femmes âgées, les 60 ans, ben, l'incidence a diminué. Donc, ça pose quand même un vrai problème quand les gens prétendent que le vaccin diminue le taux d'incidence des cancers du site du col. Alors, la Norvège, autre pays scandinave, qui a fait aussi de la vaccination scolaire, eh bien, vous avez exactement le même type de courbe, avec une période uniquement de dépistage et un succès franc, avec une baisse franche de l'incidence, et en rouge, la période uniquement des vaccins, et où vous avez une augmentation d'incidence particulièrement importante. Et d'ailleurs, ça se voit, là encore, c'est l'évolution de la fréquence des cancers, des nouveaux cancers vus chaque année, chez le groupe le plus vacciné, les 25-29 ans. Celle-là a été vaccinée à plus de 90%. Alors, et l'augmentation a augmenté de 80%. L'incidence, la fréquence des cancers du col chez ces jeunes filles, qui est devenue femme, a augmenté de 80%. Donc, la vaccination, ce n'est pas vraiment le succès. Alors, vous avez la Suède, avec à nouveau la même courbe, hein, une période de dépistage pur et une baisse franche, 60% de réduction d'incidence cancer. En rouge, la période de vaccination scolaire, avec une augmentation, ça c'est sur l'ensemble de la population. Et pour les, alors là, ils sont très contents parce qu'il y a une baisse, vous voyez, récemment, dans le groupe le plus vacciné, on a une baisse depuis 3 ans de l'incidence du col. Alors là, ils chantent victoire. Sauf qu'avant, ils avaient augmenté de plus de 60%. Ce qui fait que leur grande victoire correspond à revenir au taux d'avant la vaccination. Donc, il y a un vrai problème avec cette vaccination qui ne marche pas. Alors, aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez le même type de courbe. Hein. Le dépistage, grande chute d'incidence. La vaccination, ça ne bouge pas, globalement. Et si vous regardez à nouveau selon les groupes d'âge, à gauche, vous avez les plus jeunes qui ont été les plus vaccinés, ça augmente depuis la vaccination. Et les femmes âgées qui n'ont pas été vaccinées, ça continue à baisser. Donc, il y a un vrai problème avec ce vaccin. Alors, les Allemands vaccinent peu, hein, ils sont à 40% à peu près comme nous. Et dans ce pays, eh bien, les incidences du cancer du col a continué à diminuer. Alors en France, on est quand même en France ici, pardon. Alors en France, vous avez là les courbes officielles de l'INCa, le rapport INCa-INSERM, enfin c'est un rapport commun de toutes les autorités françaises sanitaires, et qui montre que l'incidence du cancer du col a diminué. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, l'incidence, aux dernières nouvelles, est à 6. D'après l'OMS, 6, c'est la définition des maladies rares. Donc en France, actuellement, le cancer du col est une maladie rare. Et lorsque l'on se rappelle des taux des autres pays, alors, en dehors des courbes observées, ce que je vous ai montré, c'est uniquement les courbes observées, hein, ce qu'on sait, les faits établis. Il y a des prévisions. Alors, vous avez, et c'est sur ces prévisions faites par les complices des laboratoires que vous avez tous ces articles. C'est formidable, tout va disparaître. Et en fait, c'est uniquement les infections. Oui, les infections sont touchées par le vaccin. Oui, les virus, des souches contenues dans les virus disparaissent. Mais l'infection, ça n'a rien à voir avec le cancer. Donc, dans ces articles faits par les complices des laboratoires, vous avez des chutes, mais tout ça, c'est sur des prévisions. Puis vous avez aussi les prévisions faites par les organismes de vaccination, des organismes officiels sanitaires, faits par des gens qui ne sont pas forcément liés au laboratoire. Et là, les prévisions sont totalement différentes. Vous voyez en Grande-Bretagne, donc sur la diapo de gauche, c'est Cancer Research UK, United Kingdom, ils prévoient une augmentation de 43% de l'incidence du cancer, alors ils vaccinent à plus de 80% leurs jeunes filles. Donc, il y a un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pessimistes? Ils sont aussi pessimistes d'après les chiffres observés, d'après les faits. Et alors, à côté, vous avez les courbes scandinaves, les 3 pays scandinaves qui eux aussi font de la vaccination et qui, eux, sont moins pessimistes
que les Anglais, mais enfin qui ne prévoit pas du tout une baisse de l'incidence. Vous remarquez que la courbe est remarquablement horizontale, et elle est horizontale et au-dessus des chiffres d'avant la vaccination. Donc, eux aussi, les agences officielles ont des projections d'incidence qui sont beaucoup moins optimistes. On peut même dire qu'elles sont franchement pessimistes par rapport au vaccin. Alors, pourquoi est-ce que. Alors, il faut bien comprendre que mettre la vaccination garde d'asile, comme c'est proposé actuellement en France aux garçons, c'est encore plus fou. Parce que les garçons n'ont pas de col de l'utérus, ce qui était un gros problème pour le laboratoire, puisque ça excluait la moitié du marché potentiel. Donc, pour cela, il fallait faire peur aux garçons, comme on a fait peur aux filles et surtout aux parents des filles. Et là, on leur a dit, attention, il y a le cancer anal. Et donc, effectivement, il y a des cancers anaux, il y en a environ chez l'homme, il y en a environ 600 par an en France. 600. Donc, c'est un grand maximum et 2000 au total. Donc, c'est pas grand-chose. Et puis surtout, ce que ne disent pas, c'est que ce cancer du canal anal se voit à plus de 90% chez les homosexuels mâles passifs. Si vous n'êtes un, ou alors qui ont le sida ou qui ont un traitement pour l'immunodépresseur pour maintenir une greffe en place, une greffe d'organes. Donc, si vous n'êtes pas homosexuel passif, hein, ce sont pas le même genre de choses, c'est uniquement les passifs qui ont cela. Et si vous n'êtes pas atteint du sida, vous n'avez pratiquement aucun risque de faire un cancer anal. Donc, la vaccination pouvait effectivement être recommandée si le vaccin était efficace contre les cancers. On pourrait recommander la vaccination aux homosexuels mâles passifs pour leur prévenir leur cancer anal. Pour le reste, il n'y a aucun rôle. Et d'ailleurs, ça a quand même été donné comme argument par la Haute Autorité de Santé, puisqu'ils ont recommandé le vaccin gardé pour les garçons, non pas pour éviter leur cancer anal, ils n'ont pas osé dire ça, mais pour ne pas discriminer les pauvres homosexuels qui ne savent pas qu'ils le sont. Donc c'est pour prévoir qu'ils viendront homosexuels passifs et leur éviter de le dire, de le reconnaître, puisque on n'y a aucun problème. On peut vacciner tous les homosexuels passifs qui le désirent. Hein, ça n'a jamais posé de problème. Et à ma connaissance, les gens ont accepté de dire qu'ils avaient le sida pour se faire traiter le sida. Donc on ne voit pas pourquoi ces pauvres homosexuels passifs ne pourraient pas le dire à leur médecin, hein, pour se faire vacciner. Donc c'est vraiment un argument de soit assez formidable. Alors, le cancer ORL, hein, donc les hommes qui aiment les femmes vont être contaminés par les femmes et risquer de faire un cancer ORL. Alors ça, ils ont utilisé la réclame de Nescafé, hein, avec une vedette américaine, Michael Douglas, qui a confessé en public qu'il était atteint d'un cancer ORL dû à son HPV parce qu'il aimait les femmes. Et ça a même fait une demi-journée au Grand Congrès mondial de cancérologie qu'on appelle ASCO. Sauf que 6 mois plus tard, le même Michael Douglas a confessé qu'en fait, il n'avait jamais eu de cancer ORL, qu'il n'avait qu'un cancer de la langue, donc qui était dû simplement à son tabagisme et à son alcoolisme ancien. Donc, la grande vedette, la grande publicité pour les cancers ORL du HPV, c'était du bluff. Alors, un autre argument pour dire les garçons, il y a peu de chances que le garde d'asile soit efficace, pardon, contre les cancers anal, c'est simplement l'expérience de pays qui ont vacciné et dont on peut avoir l'évolution de l'incidence des cancers anal. Alors vous voyez à gauche, c'est la Scandinavie donc, et là vous avez le taux de cancer anal d'une part chez les filles et chez les garçons. C'est intéressant puisqu'ils ont vacciné que les filles. Là, vous voyez que les filles vaccinées, ils ont augmenté leur taux de cancer anal de manière considérable, alors que les garçons, c'est resté stable. À droite, vous avez l'Angleterre et vous avez la même type de courbe. Chez les filles, le cancer anal a augmenté de près de 100% et chez les garçons de 20%. Donc ces courbes montrent bien qu'il y a très peu de chances que le garde d'asile puisse protéger du cancer anal. On peut même se demander si par hasard il ne pourrait pas, comme on a observé pour le col de l'utérus. Alors pourquoi est-ce qu'on nous assomme avec une telle publicité pour le garde d'asile? Simplement parce que le garde d'asile est le vaccin qui est le plus rentable de l'histoire de la vaccination. Une dose de garde d'asile coûte un peu moins d'1 euro, environ un demi-euro à fabriquer. En France, elle est vendue 123 euros. Je ne connais pas d'industrie qui réussisse à faire un 12 200% de bénéfices.
Ben, ils ont réussi à le faire. Bon. Faire vacciner complètement un adolescent revient en France à environ 450 €. Vacciner toute une classe d'âge en France, c'est-à-dire garçons et filles, qui sont 800 000 chaque année, reviendrait à un peu moins de 350 millions d'euros, 350 millions d'euros par an. Cet argent, qui est un argent donc, de bénéfice quasiment net, puisque vous avez vu que c'est même pas 1%, le coût, c'est même pas 1% de ce qu'ils vendent. Ça donne des ressources colossales pour corrompre colossalement. Et cela explique ce qu'on voit partout. Bien sûr, si je peux me permettre, avec un coût d'1,7 milliard d'euros pour la France, sans compter les questions de conséquences pour les victimes et d'indemnisation qui ne sont évidemment pas à la hauteur des indemnisations pourraient prétendre les victimes pour les aider à mieux vivre au quotidien, hein, mais ce sont des chiffres extrêmement importants que vous nous rappelez et merci beaucoup, c'est très important. Donc, je voulais vous rappeler, effectivement, mais ça ouvre la deuxième partie, c'est les complications. C'est que le garde d'asile est suivi de très nombreuses complications qui sont absolument passées pour silence en France, hein. C'est la Bien sûr. négation. Les médecins ont le malheur de vouloir déclarer une complication, se font taper sur les doigts par le Conseil de l'ordre qui leur disent que ce sont des antivax. Les malades qui se plaignent de complications, on dit que ça n'a rien à voir. C'est vraiment affreux. Alors, moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de complications, mais j'ai du mal à comprendre les manifestations qui ont lieu dans plein de pays du monde actuellement. Euh, vous avez là le Japon. Le Japon, hein, tout en bas et à droite, vous avez une réunion des femmes japonaises qui avaient réussi à faire interdire le garde d'asile, enfin, de ne plus recommander le garde d'asile pendant plusieurs années au Japon. Hein, c'était uniquement à cause, elles étaient toutes des mères de victimes. Au-dessus, vous avez l'Irlande, où également il y a des manifestations de parents qui se plaignaient des accidents de leurs filles. Du côté gauche, vous avez la Colombie, en dessous le Danemark. Dans tous ces pays, c'est des parents qui ne sont pas des antivax, puisqu'ils sont tous fait vacciner leurs enfants. Et après, ils sont dans la catastrophe. Et du coup, ils manifestent pour la reconnaissance de ce qui est arrivé à leurs enfants et une juste indemnisation. Alors, on ne peut donc pas dire que ce sont des antivax puisqu'ils ont été vaccinés. Et d'autre part, toutes ces manifestations ne visent que le garde d'asile. Ils ne tapent pas sur le vaccin contre la rougeole. Le garde d'asile est effectivement un vaccin qui est particulièrement susceptible de donner des complications. Alors, ce qu'il faut, l'espoir va peut-être venir des USA, parce que là-bas, la parole est un peu plus libre. En tout cas, la justice est beaucoup plus libre qu'en France. Elle ne dépend pas du gouvernement. Et là-bas, il y a quand même de très nombreuses plaintes contre le garde d'asile, alors que la loi est complètement favorable pour l'industrie. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas attaquer l'industrie pour un pépin après un vaccin. Vous pouvez obtenir une indemnisation à condition que vous n'attaquiez pas en procès. Vous allez devant la VRCS, vous vous faites reconnaître que vous avez un tort, et sans qu'ils acceptent le lien de causalité, on vous indemnise. Mais il y a des parents qui sont quand même fâchés, qui veulent faire reconnaître le lien et la responsabilité, qui attaquent quand même en justice malgré ça. Mais ils ne peuvent pas attaquer pour complications. Par contre, ils peuvent attaquer, là c'est la grande astuce de Kennedy Jr., ils peuvent attaquer pour défaut d'information. Parce que ça, ils n'ont pas été protégés par la loi pour le mensonge. Et effectivement, les plaintes actuellement portent sur le fait à activer par des moyens anormaux l'accréditation du garde d'asile, l'autorisation de mise sur le marché, et que d'autre part, ils ont truqué leur essai. Et là, ils ne sont pas protégés. Et beaucoup de plaintes viennent enfin d'être reconnues pour une classe action devant un jury fédéral. Et le procès va ouvrir incessamment. Enfin, il y en aura deux, même deux procès fédéraux dans deux endroits différents qui vont se tenir. Les juges ont admis que le regroupement des plaintes permettrait de mieux comprendre, puisque c'est à peu près toujours les mêmes problèmes. Donc, effectivement, la justice va peut-être permettre. Alors, il faut rappeler l'aspect de ces pauvres filles. Là, ce sont uniquement des victimes américaines qui ont porté plainte, dont une bonne partie et l'autre se Décédé. retrouve avec des complications dramatiques, comme malheureusement on en a en France, et qui sont cachées. Mais celles-là, elles sont visibles. Donc,
une pensée pour ces jeunes filles. Donc, l'œil garde d'asile n'est pas efficace contre le cancer, il est seulement contre l'infection dont on monde, puisque l'HPV ne donne aucun signe et ne donne aucun trouble. Ce n'est pas une maladie, mais simplement un germe commensal. Parce que ce garde d'asile est hors de prix. Hein. Quand on voit l'état de nos hôpitaux et les urgences qu'on ferme régulièrement par les ARS parce qu'on n'a pas de sous pour les maintenir ouvertes et en payant correctement le personnel, et qu'en plus il est dangereux, donc on se ruine pour abîmer nos filles et nos garçons. Donc, garde d'asile, non merci. Je vous remercie. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur, pour votre intervention. Moi, je voudrais avoir une pensée aussi pour ces gamines qui sont décédées, soit aux USA, partout, et même en France. Je pense à Adriana, à Marion, à Elodie aussi. Voilà, nous, on a encore nos filles qui ont été détruites et qui n'ont pas eu d'adolescence normale parce qu'on a gâché leur vie. On a voulu les vacciner pour les protéger, mais on les a handicapés. Voilà. Et il y a une omerta totale des autorités sanitaires, des sociétés savantes. Et quand on voit les publicités du gouvernement, même les préfectures font de la publicité pour cette vaccination garde asile et qui disent qu'il n'y a aucun effet indésirable, rien n'est reconnu. Et ça fait 10 ans, 12 ans même qu'on se bat en justice pour reconnaître les faits. Donc voilà. Et une pensée pour toutes ces familles qui sont détruites. Et pour parler des... On a sur nos témoignages de gamines aussi qui attrapent ce HPV malgré leur vaccination. Voilà. Et quand vous êtes victime, eh bien, on vous culpabilise, vous êtes suspect. Voilà ce que je voulais dire. Merci, docteur, pour votre travail. Non, je vous remercie de votre combat parce que grâce à vous, ça a commencé à émerger dans la presse qu'il pouvait y avoir des problèmes. Hein, malgré le déni, ce Oui. n'est pas un silence, c'est un déni de toutes nos autorités sanitaires. Oui. Mais Les informations, on ne les avait pas sur les encéphalomyélites. On a vu qu'ils les ont mis sur les Guillain-Barré, tout ça. On a des gamines. Je pense à toutes les familles qui me contactent tous les jours. Hein. Et la semaine dernière encore, on a récupéré une famille la gamine a 12 ans, hein, suite à cette vaccination. Et puis il y a un déni pour les déclarations des docteurs qui veulent pas faire le lien, qui ont peur, parce qu'il y a la pression des laboratoires qui est importante en France non, et la qui est pression au niveau. de l'ordre des médecins. La pression de l'ordre des Oui, médecins. oui, 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 oui. Oui, des sociétés L'ordre des savantes médecins même. qui est On bien a entendu entendu que. argumenté par à Oui, la bien fois les sûr, bien laboratoires et sûr, le bien gouvernement, sûr. hélas. Voilà. Et nous en Ouais. profitons pour remercier effectivement les médecins qui effectivement sont rares et peuvent participer à un débat public sur voilà, la représentation des risques liés à une vaccination, puisque comme tout produit de santé, il peut y avoir des effets secondaires et des effets indésirables graves. Hein. Je me permets de rappeler que officiellement, donc nous pensons bien sûr aux victimes et à ces femmes qui développent un cancer du col de l'utérus, mais qui effectivement entraînent un certain nombre de décès par an, hein, mais qui pourraient être évités avec des frottis plus régulièrement et méthodes préventives autres que la vaccination concernant effectivement les décès, et que l'Agence nationale de sécurité du médicament nous informe quand même pour l'instant depuis l'apparition de ce vaccin en France, plus de 1000 effets secondaires graves. Hein. Ce sont des effets handicapants ou concernant des décès, et ce sont des données officielles. Donc, évidemment, on doit améliorer les questions de santé publique, mais pas au détriment et à la présence de victimes et une souffrance importante, surtout que vous nous le rappelez, docteur Delépine, les données scientifiques des pays plus en avance que nous sur ces questions de représentation du risque scientifique sanitaire montrent que ça ne va pas dans le bon sens. Et Ah oui, oui, je voudrais, j'ai oublié de signaler, quand même vous rappeler les chiffres. Quand j'entends notre président qui pleure sur le faible taux de vaccinés en France, je regrette qu'il ne pleure pas sur le fort taux de cancer du col qu'ont les pays qui vaccinent. Alors je rappelle, la France, l'incidence du cancer du col, c'est 6 pour 100 000, inférieur à 1000. L'Australie, qui est le moins mauvais pays qui vaccine, est à 7 pour 100 000.
la Suède est à 13 pour 100 000, la Norvège est à 13 pour 100 000. Donc, au lieu de pleurer sur notre faible taux de vaccination, il devrait pleurer sur le trop fort taux de cancer du col des pays qui vaccinent. Mais ça, il n'en parle pas. Alors, je rappelle aussi que pour éviter le cancer du col, enfin pour diminuer le risque plus exactement, la première chose, c'est bien entendu le dépistage cytologique, le vieux dépistage, hein, pas les virus, mais la cytologie, tous les 3 ans à partir de 25 ans. Avant, ça ne vaut pas la peine. Ça a été démontré dans plein d'études internationales. Ce n'est pas intéressant de rechercher les cancers du col. Bon, donc à partir de 25 ans, tous les 3 ans. Il faut aussi mettre le préservatif, car le préservatif évite en particulier dans le sida. La plupart, enfin, près de la moitié des gens qui ont ce genre de cancer ont aussi le sida. Et en Afrique, où là, ça meurt effectivement pas mal, beaucoup malheureusement, c'est 40% des femmes qui meurent de cancer du col ont le sida. Donc, et puis aussi, ne pas commencer sa vie sexuelle trop tôt, ne pas avoir trop de partenaires, ne pas multiplier. Je ne suis pas un sexe anti-sexe, mais simplement, ce sont les facteurs étiologiques qui ont été démontrés avant qu'on ne parle plus que du HPV. Hein. Donc, avec cela, vous ne devrez avoir, si on suivait ces simples choses, au maximum 200 femmes qui mourraient encore de cancer du col, mais pas plus. Donc, c'est vrai, ce serait vraiment devenu une maladie non plus rare, mais rarissime. Alors, pour le cancer donc là, qu'on a voulu faire peur aux garçons, donc le cancer anal chez le garçon, c'est très peu de cas et pas plus de 60 morts par an. Pour les ORL, on n'a pas de chiffres parce que c'est trop tôt et ils ne veulent pas les sortir. Mais le cancer ORL ont quand même diminué des 3 quarts à peu près en 30 ans. Donc on est sur une courbe complètement descendante qui n'a rien à voir avec la vaccination qui n'a pas été faite. Et donc, c'est vraiment ils essaient de faire peur, comme ils ont fait peur pour le Covid, comme ils ont fait peur. Ils veulent effrayer les populations avec des maladies rares et très peu mortelles. Alors que le cancer du poumon, lui, tue bien et on pourrait être un peu plus sévère sur les cigarettes, sur le tabac. Euh, euh, donc, donc là, je pense qu'il faut vraiment, malheureusement, nos autorités de santé obéissent au gouvernement et lui-même paraît obéir au lobby des vaccins et de l'industrie pharmaceutique plus globalement. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes, peut-être quelques courtes minutes avant de conclure. Je voulais remercier aussi Nicole Delépine. Malheureusement, on n'aura pas le temps de poursuivre notre échange et vraiment vous remercier tous les deux pour le travail extrêmement important que vous fournissez et l'exposition publique aussi, hein, le fait de transmettre auprès du grand public ces données, c'est extrêmement important pour les victimes. Et nous remercions bien sûr Nicole Delépine aussi de son travail à vos côtés, en particulier sur les questions des complications liées aux gardes d'asile pour aborder ce sujet-là. Hein. Peut-être je vous redonne un petit peu la parole si vous voulez faire une synthèse avant qu'on conclue cette visio, si vous êtes d'accord. Jean-Jacques, Oh. peut-être ou... Moi, clairement, c'est simple. Comme tout médicament peut donner des complications, tout vaccin peut donner des complications. Ces complications sont plus ou moins fréquentes. Si on regarde le taux de complications déclaré au VAERS, donc aux États-Unis, hein, c'est une déclaration qui est contrôlée. Et si vous faites une fausse déclaration, vous êtes traîné devant les tribunaux. C'est pas, on ne peut pas raconter n'importe quoi au VAERS. Si on regarde le VAERS, on se rend compte que leur garde d'asile est responsable d'un taux de complications qui n'a été dépassé que par le vaccin Covid. Mais avant ça, c'est de l'ordre de 50 fois plus de complications que ce qui se faisait avant. Donc c'est effectivement considérable. Et effectivement, revenir au dépistage cytologique, qui est vraiment la clé du succès qu'on a vu, c'est une preuve. Vous avez eu toutes les courbes, à chaque fois, il y avait une diminution considérable du taux de cancer. Et en France, on retrouve ça, puisque les femmes qui meurent du cancer de l'utérus, dans leur extrême majorité, n'ont pas fait de dépistage. Donc, pensez
dépister et de vous vacciner. Ne faites pas vacciner contre l'HPV, j'entends, par le garde d'asile, parce que la publicité qu'ils font actuellement pour le garde d'asile laisse croire aux gens qu'ils seraient protégés. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent négliger le dépistage, et donc là, ça rechute, et là, ils vont refaire des cancers du col qui ne seront pas dépistés, et puis ils peuvent avoir des pratiques sexuelles qui seraient plus à risque qu'avant. Oublier le préservatif et disant je suis protégé. Donc c'est complètement fou. C'est euh, à la fois affirmer ce qu'ils disent et faire une publicité en faisant croire que vous êtes protégé, c'est vraiment un scandale. Alors c'est vrai qu'ils disent vous êtes protégé, mais il faut quand même faire des dépistages. Hein, et ils le disent quand même, mais en toute petite ligne. Et c'est pas le message qu'on matraque quotidiennement, c'est de dire vous êtes protégé, le message. Et ça, c'est un mensonge pur et simple. Donc, Ouais, battons-nous. ouais. Moi, je voudrais intervenir. Je voudrais dire que moi, je voudrais m'adresser aux parents. Enfin, il y a des parents de victimes qu'on lâche à rien et aux parents qui doivent faire vacciner leur enfant. Faites attention. Écoutez pas cette publicité mensongère parce qu'on vous dira qu'il n'y a aucun effet indésirable et que ce vaccin protège de tous les cancers maintenant. Et puis, et en avant, il faut savoir que ça coûtait des milliards et des milliards. On parle de 80 milliards dans le monde, n'importe. C'est des sommes qui sont astronomiques et qui auraient pu être mis ailleurs. Voilà. Et pour nous, il est trop tard, hein, mais si on avait pu reculer dans le temps, voilà, si on avait pu être informé, et je dis aux parents, informez-vous. Écoutez pas systématiquement cette publicité mensongère qui est faite par ce laboratoire et ces sbires, quoi, comme je dis. Voilà. Le verre est dans la pomme et depuis longtemps, et je peux vous dire que la pomme est bien pourrie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour Guillaume. votre témoignage. C'est extrêmement important de participer à un débat public et puis de rendre compte de la réalité humaine. Il y a les données scientifiques, il y a les intérêts économiques, il y a les questions de santé publique, mais il y a des histoires et les situations individuelles, familiales et la présence des victimes. Et chaque témoignage des parents et des victimes eux-mêmes que nous remercions, nous avons sur le site du REVAV pu diffuser et qui sont bien sûr accessibles les témoignages et nous remercions des parents ou des victimes du vaccin Gardasil. Vous les retrouverez sur notre site avec deux documents importants du docteur Lewezek qui a fait un dossier important et un document très intéressant qui s'appelle le coup de Jarnac concernant le Gardasil, qu'on vous engage vraiment à prendre le temps de lire et à diffuser pour que chacun puisse prendre des décisions en connaissance de cause après avoir réfléchi à ce sujet-là dans le cabinet médical avec le médecin d'une façon responsable et améliorer effectivement une connaissance. Et on attend bien sûr aussi de la population une remontée au niveau de la pharmacovigilance pour avoir des signaux et permettre une amélioration très notable ou un arrêt des produits qui présenteraient une toxicité, même si ce sont effectivement des vaccins. Je vous propose de s'arrêter là. Merci infiniment pour votre présence et on vous dit évidemment à bientôt parce que le combat va continuer. Merci beaucoup à vous. Merci à tous.